Sommes-nous capables de nous entendre sur l'essentiel ? En vous regardant, je serais bien tenté de croire être capable de m'entendre avec une partie d'entre vous. La bonne, bien entendu. Mais à vrai dire, à l'heure où chacun détient la vérité absolue et où chaque parole s'évalue au gré de buzz médiatiques et autres tweets belliqueux, je concède avoir quelques doutes. Voyez-vous, cela fait des années que j'ai plaisir à pratiquer le droit aux côtés des acteurs de l'innovation, et pendant toutes ces années, j'ai pu constater à quel point questionner le progrès était justement intéressant pour vérifier si cette entente sur l'essentiel pouvait être encore espérée. Pour s'en convaincre, traversons ensemble un instant l'Atlantique. Saviez-vous que fin 2021, le Chili avait été le premier État à se doter d'une réglementation sur ce que l'on appelle les neurodroits. À l'heure de Neuralink et des puces que l'on souhaite implanter dans les cerveaux humains, le peuple chilien a décidé d'interdire de lire, d'extraire ou encore de manipuler les données cérébrales des individus sans leur autorisation. Des peines de prison sont même prévues, c'est du sérieux. Et ce n'est pas de la science-fiction. Nous sommes au temps des dark patterns et autres dispositifs de nudge, ces techniques issues des neurosciences destinées à influencer subrepticement votre comportement en profitant des failles de vos cerveaux. Regardez la relation de nos adolescents avec leur smartphone. Ils ne peuvent lutter contre cette addiction folle. Le combat est trop inégal face aux spécialistes du neuromarketing en charge du design des applications. Chers parents qui êtes dans cette salle, je pense que vous voyez de quoi je parle. Finalement, questionner le progrès et l'accompagner comme le peuple chilien l'a fait n'est peut-être pas une si mauvaise idée. D'ailleurs, cela touche tous les secteurs. Prenons par exemple le secteur de l'automobile. Tiens, faisons un test. Vous avez 80 ans, vous êtes atteint d'une grave maladie en phase terminale. Vous êtes au volant d'un véhicule terrestre moteur. Oui, c'est le terme juridique pour dire voiture. Soudain, une famille traverse la chaussée, droit devant. 2 options s'offrent à vous. Soit vous percutez et tuer cette pauvre famille innocente, soit vous décidez de sacrifier votre vie et de vous basculer dans le ravin. Alors dites-moi, qui d'entre vous décide de se jeter dans le vide ? Allons, un peu de courage. Je vous reconnais bien là. J'imagine que chacun, une main sur le cœur, me dira « Bien entendu, je choisis l'option ravin. Pour les autres, les sorties sont ici et ici. » Bien, maintenant qu'on a fait le tri dans le public, on va pouvoir continuer. Continuons l'expérience. Imaginez-vous maintenant chez un concessionnaire de voitures autonomes. Celui-ci vous indique qu'en la matière, les statistiques sont implacables. Avec la voiture autonome, c'est 95% des accidents en moins. Oui, mais il ajoute que dans certaines situations paradoxales, c'est-à-dire dans des situations où l'accident mortel est inévitable, eh bien, cette même voiture pourra décider d'elle-même, potentiellement, de sacrifier votre vie. Ah, oui. Alors dites-moi, êtes-vous toujours prêt à acheter ce véhicule qui pourrait décider de vous jeter dans le ravin ? Selon quel code informatique ? Selon quels critères ? Décidé par qui ? Neurodroit, voiture autonome, c'est l'arbre qui cache la forêt. La révolution de l'intelligence artificielle est en marche, percute et questionne tous les domaines. Justice prédictive, privatisation de l'éducation,
explosion des fake news et autres biais et hallucinations des IA génératives, nous avons de quoi faire. Tout ça pourrait compléter le panorama. À ce stade, je vous propose de procéder à un triple constat. Tout d'abord, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est l'évidence. Ensuite, seul un débat public éclairé sera de nature à permettre d'évaluer le niveau d'acceptabilité de cette technologie et d'en définir un cadre adéquat. Troisième constat, il est bien souvent oublié, et c'est dommage. Le résultat de ce débat public, s'il a lieu bien entendu, sera directement dépendant du lieu, de la société et de la culture au sein duquel il intervient. Cela renvoie à notre capacité à faire corps, notre capacité à nous entendre sur un ensemble de valeurs essentielles, notre capacité à faire société, notre capacité à nous réapproprier le concept même de souveraineté. Cela renvoie aux pensées fondatrices du contrat social, cela renvoie aux Lumières, et non à cette forme d'arrogance mondialiste qui leur a succédé. Oui, mais voilà, cette évolution pose quelques problèmes. Aujourd'hui, innovation et progrès sont devenus synonymes. La question en quoi cette nouvelle technologie apporte-t-elle quelque chose de positif à notre société n'est plus posée. On le fait car on peut le faire et advienne que pourra. Chacun en fait le constat plus ou moins contrit, plus ou moins acteur. Dans ce contexte, certains dénoncent une technoscience à la solde d'un ultracapitalisme cynique. Ils dénoncent l'hubris consumériste de sociétés dégénérescentes, courant à leur perte comme des poulets sans tête. Extinction du vivant, guerre, pauvreté sont ici avancées pour prôner un retour à l'état de nature fantasmé. Oh, ne vous y trompez pas. Lorsque cette résistance ne se corrompt pas en violence irréfléchie, comment ne pas être attentif à ce diagnostic d'une fin de l'abondance programmée ? En effet, tout ce qui a été consommé et détruit durant ces dernières révolutions industrielles l'a manifestement été à crédit sur le dos des générations actuelles et futures. La vision court-termiste du monde qui s'est imposée nous a conduits là où nous sommes, dans un wagon lancé à pleine vitesse vers un mur infranchissable, une vidéo de chatons sur nos smartphones pour apaiser nos craintes. Faut-il pour autant sombrer dans le cauchemar de l'effondrement à grand renfort de sensationnalisme et de radicalité bornée ? Faut-il voir dans le progrès technologique et le modèle libéral toutes les racines du mal ? Faut-il se résoudre à une vie d'interdiction et de décroissance absolue pour payer l'addition ? Je m'interroge. Mais justement, intéressons-nous à une autre approche, celle du solutionnisme technologique. La création destructrice de Schumpeter mise au service d'une humanité boostée, maîtresse de la nature et de son destin. Tout un programme. Dans celui-ci, l'innovation serait la solution à tous nos problèmes. Elle assurerait le partage des libertés, des connaissances, elle permettrait de réduire la pauvreté ou encore de déléguer nos tâches les plus ingrates aux intelligences artificielles. Oh, à bien des égards, cette thèse est tout à fait intéressante. En effet, l'innovation porte en elle des promesses incroyables qui ne sauraient être raisonnablement sacrifiées sur l'autel d'un obscurantisme idéologique. Oui, mais voilà. Une vision totalement débridée du progrès risque fort d'accentuer un certain nombre de déviances déjà en marche. Surveillance de masse, manipulation des élections,
pression eugéniste, et j'en passe. Sous couvert de progrès prétendument universels, nous assistons en réalité à une destruction systématique des bases mêmes de nos sociétés. Plus qu'une perte de sens, nous devons faire face à une perte de bon sens dans un monde qui se proclame moderne alors qu'il est en réalité de plus en plus archaïque. Oh, ces rêves éthérés de futurs ultra-technologiques risquent bien de laisser place à une toute autre réalité, celle d'un monde à la Mad Max, où les violences généralisées s'imposeraient sur le terreau des inégalités géographiques et du manque d'anticipation. Une chose est sûre, caricaturer le débat entre les pros et les anti-tech n'aura d'autre effet que de s'aborder un débat de fond pourtant nécessaire. Peut-on débattre et non se battre pour s'entendre sur l'essentiel ? Il nous faut sortir du paradigme de la pensée toute faite, du nombrilisme narcissique renforcé par un monde ultra connecté, lui-même financé par nos temps de cerveau disponibles. Chacun s'accordera sur le non-sens d'une société où les algorithmes décideraient ce que l'on peut boire, lire, combien de pas on doit faire par jour, quel métier on peut exercer ou encore quel partenaire on peut séduire. Allons de l'avant. La dystopie cyberpunk a fait long feu. Il nous appartient d'écrire un autre avenir. Et pour écrire cet autre avenir, nous devrons faire face à 3 principaux obstacles. La loi du plus fort, cet ordre mélien et ses ressorts géopolitiques. Ensuite, les pénuries, notamment énergétiques, et toutes les conséquences de cette petite chose qu'on appelle le bouleversement climatique. Enfin, les résistances au changement, qu'elles soient d'ordre politique, économique ou encore culturel. Des formations professionnelles obligent, j'ajouterai que pour cette reconstruction globale, il nous appartiendra de nous réapproprier les grands principes du droit. Et il existe des éclaireurs. Regardez le Chili avec son expérience des neurodroits. Les attentes concernant notre vieille Europe sont également fortes. En dépit de son organisation critiquable à bien des égards, l'Europe porte en elle de nombreux espoirs. Ceux d'un modèle alternatif au transhumanisme googlien et aux dictatures à la George Orwell. Biomimétisme, économie circulaire, green tech, expérience low-tech, le champ des possibles est vaste. Tout reste à inventer. Dans cette perspective de transmutation globale, le droit, comme le questionnement éthique dont il découle, seront des alliés aussi nécessaires que naturels. En définitive, et même s'il s'agit là d'un poncif assumé, je dirais que les solutions à notre avenir résident de manière évidente dans notre jeunesse. Tout doit être mis en œuvre pour former des cerveaux critiques, des cerveaux curieux, des cerveaux ouverts à la diversité du monde et à ses exigences. Reste l'étincelle, l'inspiration, apprendre à plonger dans son humanité, y retrouver l'autre, apprendre à bâtir un imaginaire alternatif, cet imaginaire qui inspire, qui irrigue notre présent et notre avenir. Comme l'art, il rend grâce aux fêlures humaines, mes préférées, celles qui laissent passer la lumière.